Tante Alicia, pour cordon de sonnette, avait suspendu à sa porte un galon de perles sur le fond duquel couraient des feuilles de vigne vertes et des raisins violets. La porte elle-même, vernie, revernie et comme mouillée, brillait d'un éclat de sombre caramel. Dès le seuil couvrait un domestique mâle. Gilberte goûtait sans discernement une atmosphère de luxe discret. Le tapis, recouvert lui-même de tapis de Perse, lui donnait des ailes. Madame Alvarez ayant décrété que le petit salon Louis XV de sa sœur était l'ennui même, Gilberte répétait « Le salon de tante Alicia est très joli, mais c'est l'ennui même. » Et elle réservait sa considération pour une salle à manger en citronnier pâle, datant du directoire, blonde, sans incrustation, parée des seules veines d'un bois transparent comme la cire. « Je m'en achèterai une comme ça plus tard, » disait innocemment Gilberte. « C'est ça, au faubourg Antoine, » raillait tante Alicia en souriant d'une bouche fine, ornée de petites dents qu'on entrevoyait par éclairs. Elle avait 70 ans et des goûts personnels, une chambre à coucher grise d'argent à vase de chine rouge, une salle de bain étroite et blanche, chaude comme une serre, une santé robuste qu'elle cachait sous des affectations de fragilité. Les hommes de sa génération, quand ils voulaient dépeindre Alicia de sainte et flamme, se perdaient dans des « Ah, mon cher !» et des « Rien ne peut donner une idée ». Ceux qui avaient été ses intimes montraient des photographies que les jeunes gens trouvaient médiocres. Vraiment, elle était très jolie. On ne le croirait pas sur la photo. D'anciens amoureux rêvaient un moment devant ces portraits, reconnaissaient un poignet cloyé en coup de cygne, une petite oreille, un profil où se révélait le rapport délicieux entre une bouche façonnée en cœur et l'angle très ouvert des paupières à longs cils. Gilberte embrassa la jolie vieille dame qui portait sur ses cheveux blancs une pointe en chantilly noir et sur son corps un peu tassé une robe d'intérieur en taffetas changeant. « Tu as ta migraine, tante Alicia ?»« Je ne sais pas encore, » répondit tante Alicia. « Ça dépendra du déjeuner. Viens vite, les œufs sont prêts. Quitte ton manteau. Qu'est-ce que c'est que cette robe ?»« C'est une maman qu'on m'a refaite. » « C'est des œufs difficiles ce matin ?»« Du tout, des œufs brouillés au croûton. Les ortolans non plus ne sont pas difficiles. Et tu auras de la crème au chocolat. Moi aussi, j'en aurai. » La voix jeune, les rides clémentes rehaussées de rose, une dentelle sur ses cheveux blancs. Tante Alicia jouait les marquises de théâtre. Gilberte révérait sa tante en bloc. En s'attablant, elle tira sa jupe sous son sillon, joignit les genoux, rapprocha ses coudes de ses flancs en effaçant les omoplates et ressembla à une jeune fille. Elle savait sa leçon, rompait délicatement son pain, mangeait la bouche close, se gardait, en découpant sa viande, d'avancer l'index sur le dos de la lame. Un catogan serré sur la nuque découvrait les fraises à bord du front et des oreilles et le cou singulièrement puissant dans l'encolure un peu ratée de la robe refaite, d'un bleu marron, à corsage foncé sur un empiècement, un rafistolage sur lequel on avait cousu pour les guider 3 rangs de galons mohair au bord de la jupe et 3 fois 3 galons mohair sur les manches entre le poignet et l'épaule. Tante Alicia en face de sa nièce, les pieds de son bel œil bleu-noir, sans trouver rien à redire. « Quel âge as-tu » demanda-t-elle brusquement. « Mais
Comme l'autre jour, tante, 15 ans, 6 mois. Tante, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette histoire de tonton Gaston? Pourquoi? Ça t'intéresse? Bien sûr, tante, ça m'ennuie. Si tonton s'armait avec une autre dame, il ne viendra plus jouer au piquet à la maison, ni boire de la camomille, au moins pendant quelque temps. Ça sera dommage. C'est un point de vue, évidemment. Tante Alicia, les paupières clignées, regardait sa nièce d'une manière critique. Tu travailles à tes cours, qui as-tu comme ami? Les orphelins couplés en deux, d'un coup de couteau bien assuré, qui ne fasse pas grincer la lame sur l'assiette. Croque chaque moitié. Les os ne comptent pas. Réponds à ma question sans t'arrêter de manger. Et pourtant sans parler la bouche pleine. Arrange-toi, puisque je le fais. Tu peux le faire. Qui as-tu comme ami? Personne, tante. Grand-mère ne me permet même pas d'aller goûter chez les parents de mes camarades de cour. Elle a raison. Dehors. Tu n'as personne dans tes jupes? Pas de surnuméraire à serviette sous le bras? Pas de collégien? Pas d'homme mûr? Je te préviens que si tu me manges, je le saurai. Gilberte contemplait le brillant visage de vieille femme autoritaire qui l'interrogeait avec âpreté. Mais non, tante, personne. Est-ce qu'on t'a parlé de moi en mal? Je suis toujours toute seule. Et pourquoi grand-mère m'empêche-t-elle d'accepter des invitations? Elle a raison pour une fois. Tu ne serais invité que par des gens ordinaires, c'est-à-dire inutiles. Nous ne sommes pas des gens ordinaires, nous? Non. Qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous, les gens ordinaires? Ils ont la tête faible et le corps dévergondé. En outre, ils sont mariés. Mais je ne crois pas que tu comprennes. Si, tante, je comprends que nous ne nous marions pas. Le mariage ne nous est pas interdit. Au lieu de se marier déjà, il arrive qu'on se marie enfin. Mais est-ce que ça m'empêche de fréquenter des jeunes filles de mon âge? Oui. Tu t'ennuies chez toi? Ennuie-toi un peu. Ça n'est pas mauvais. L'ennui aide aux décisions. Qu'est-ce que c'est? Une larme? Une larme de petite sotte qui n'est pas en avance pour son âge? Reprends un ortolan. Tante Alicia étreignit de 3 doigts étincelants le pied de son verre qu'elle leva. À nos santés, Gigi. Tu auras une quédive avec ta tasse de café, à la condition que je ne vois pas le bout de ta cigarette mouillée et que tu fumes sans crachoter des brins de tabac en faisant p'tit, 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 p'tit. Je te donnerai aussi un mot pour une première de chez Béchauve David. Une ancienne camarade qui n'a pas réussi. Ta garde-robe va changer. Qui ne risque rien n'a rien. Les yeux bleus foncés brillèrent. Gilberte bégaya de joie. Tante, tante, de chez Chauffe David. Mais je croyais que tu n'étais pas coquette. Gilberte rougit. Tante, je ne suis pas coquette pour les robes qu'on me fait à la maison. Je comprends ça. Auras-tu du goût? Quand tu penses à te faire belle, comment te vois-tu? Oh, mais je sais très bien ce qui m'irait, tante. J'ai vu... Explique-toi son geste. Dès que tu gesticules, tu fais comme... J'ai vu une robe... Oh, une robe créée pour Madame Lucie Gérard. Des centaines de petits plis en mousseline de soie gris perle, du haut en bas, et puis une robe en drap découpé, bleu lavande, sur un fond de velours noir. Le dessin découpé fait comme une queue de paon sur la traîne. La petite main aux belles pierreries brillait dans l'air. Assez, assez. Je vois que tu aurais des tendances à t'habiller comme une grande coquette du français et tu prends ça pour un compliment. Viens verser le café et sans relever le bec de la cafetière d'un coup de poignet pour couper la goutte. J'aime encore mieux un bain de pied dans la soucoupe que des virtuosités de garçon de café. L'heure qui suivit
Par courte à Gilberte, tante Alicia avait entr'ouvert un coffret à bijoux pour une leçon éblouissante. Qu'est-ce que c'est que ça, Gigi? Un diamant navette. On dit un brillant navette. Et ça, une topaze. Tante Alicia leva ses mains que le soleil, ricochant sur ses bagues, éclaboussa de bluettes. Une topaze. J'ai enduré bien des humiliations, mais celle-là dépasse tout. Une topaze parmi mes bijoux. Et pourquoi pas une aigue marine ou un péridot? C'est un brillant jonquille, petite dinde. Et tu n'en verras pas souvent de pareil. Et ça? Gilberte entr'ouvrit la bouche, devint rêveuse. Oh, oh, ça, c'est une émeraude. Oh, c'est beau. Tante Alicia passa la grande émeraude carrée à son doigt mince et se tut un moment. Tu vois, dit-elle, ce feu presque bleu qui court au fond de la lumière verte. Seules les plus belles émeraudes contiennent ce miracle de bleu insaisissable. Qui te l'a donné, tante? Osa demander Gilberte. Un roi, dit simplement tante Alicia. Un grand roi? Non, un petit. Les grands rois ne donnent pas de très belles pierres. Pourquoi? Tante Alicia montra fugitivement le blanc de ses dents étroites. Si tu veux mon opinion, c'est parce qu'ils n'aiment pas ça. Entre nous, les petits non plus. Mais alors, qui donne les très belles pierres? Qui? Les timides, les orgueilleux aussi, les mufles, parce qu'ils croient qu'en donnant un bijou monstre, ils font preuve de bonne éducation. Quelquefois une femme, pour humilier un homme, ne porte pas de bijoux de second ordre, attend que viennent ceux de premier ordre. Et s'ils ne viennent pas? Tant pis. Plutôt qu'un mauvais diamant de 3000 francs porte une bague de 100 sous. Dans ce cas-là, tu dis, c'est un souvenir. Je ne la quitte ni jour ni nuit. Ne porte jamais de bijoux artistiques. Ça déconcerte complètement une femme. C'est quoi un bijou artistique? Ça dépend. C'est une sirène en or, avec des yeux en chrysoprase. C'est un scarabée égyptien, une grosse améthyste gravée, un bracelet pas très lourd, mais dont on dit qu'il est ciselé de main de maître, une lyre, une étoile montée en broche, une tortue incrustée, enfin, des horreurs. Ne porte pas de perles baroques, même en épingles de chapeau, et garde-toi aussi du bijou de famille. Grand-mère a tout pourtant un beau camé en médaillon. Et il n'y a pas de beau camé, dit Alicia en hochant la tête. Il y a la pierre précieuse et la perle. Il y a le brillant blanc, jonquille, bleuté ou rose. Ne parlons pas des diamants noirs, ils n'en valent pas la peine. Il y a le rubis, quand on est sûr de lui. Le saphir, quand il est de cachemire. L'émeraude, pourvu qu'elle n'ait pas Dieu sait quoi dans son eau, d'un peu clair, d'un peu jaunasse. Tant j'aime bien aussi les opales. Désolé, mais tu n'en porteras pas, je m'y oppose. Saisie, Gilberte resta un moment bouche bée. Oh, toi aussi tu le crois, tante, qu'elles attirent la mauvaise chance? Pourquoi non pas? Petite bête, repartit légèrement Alicia. Il faut avoir l'air d'y croire. Crois aux opales, crois. Voyons, qu'est-ce que je pourrais bien t'indiquer? Crois aux turquoises qui meurent, aux mauvais œils. Mais, dit Gigi hésitante, ce sont des superstitions. Bien sûr, ma fille, on appelle ça aussi des faiblesses.
un joli lot de faiblesse et la peur des araignées. C'est notre bagage indispensable auprès des hommes. Pourquoi, tante? La vieille dame ferma le coffret, garda devant elle Gilberte agenouillée, parce que 9 hommes sur 10 superstitieux, 19 sur 20 croient au mauvais œil, et 98 sur 100 ont peur des araignées. Ils nous pardonnent beaucoup de choses, mais non pas d'être libres de ce qui les inquiète. Qu'est-ce que tu as soupiré? Jamais je ne me rappellerai tout ça. L'important n'est pas que tu te le rappelles, mais que moi je le sache. Elle l'écoutait encore, assise très droite à présent. Elle lui montrait en pleine lumière son visage noble et défait, ciré par de cuisantes larmes séchées. Un poids invisible tirait en bas le menton et les joues, attristait les coins tremblants de la bouche. Dans ce naufrage de la beauté, Chéri retrouvait intact le joli nez dominateur, les prunelles d'un bleu de fleurs bleues. Alors, n'est-ce pas, Nounoun, après des mois de cette vie-là, j'arrive ici et il s'arrêta, effrayé de ce qu'il avait failli dire. Tu arrives ici et tu trouves une vieille femme, dit Léa d'une voix faible et tranquille. Non, écoute, non. Il se jeta à genoux contre elle, laissant voir sur son visage la lâcheté d'un enfant qui ne trouve plus de mots pour cacher une faute. Et tu trouves une vieille femme, répéta Léa. De quoi donc as-tu peur, petit? Elle entoura de son bras les épaules de Chéri, sentit le raidissement, la défense de ce corps qui souffrait parce qu'elle était blessée. Viens donc, mon chéri, de quoi as-tu peur? De m'avoir fait de la peine? Ne pleure pas, ma beauté, comme je te remercie, au contraire. Il fit un gémissement de protestation et se débattit sans force. Elle inclina sa joue sur les cheveux noirs emmêlés. Tu as dit tout cela, tu as pensé tout cela de moi? J'étais donc si belle à tes yeux, dis, si bonne. À l'âge où tant de femmes ont fini de vivre, j'étais pour toi la plus belle, la meilleure des femmes, et tu m'aimais. Comme je te remercie, mon chéri. La plus chic, tu as dit, pauvre petit. Il s'abandonnait et elle le soutenait entre ses bras. Si j'avais été la plus chic, j'aurais fait de toi un homme, au lieu de ne penser qu'au plaisir de ton corps et au mien. La plus chic, non, je ne l'étais pas, mon chéri, puisque je te gardais. Et c'est bien tard. Il semblait dormir dans les bras de Léa, mais ses paupières obstinément jointes tressaillaient sans cesse, et il s'accrochait d'une main immobile et fermée au peignoir qui se déchirait lentement. Ah, c'est bien tard. Tout de même, elle se pencha sur lui. Mon chéri, écoute-moi. Éveille-toi, ma beauté. Écoute-moi les yeux ouverts. N'aie pas peur de me voir. Je suis tout de même cette femme que tu as aimée, tu sais, la plus chic des femmes. Il ouvrit les yeux et son premier regard mouillé
était déjà plein d'un espoir égoïste et suppliant. Léa détourna la tête. Ses yeux. Faisons vite. Elle reposa sa joue sur le front de Chéri. C'était moi, petit, c'était bien moi. Cette femme qui t'a dit ne fais pas de mal inutilement, épargne la biche. Je ne me souvenais plus. Heureusement, tu y as pensé. Tu te détaches bien tard de moi, mon nourrisson méchant. Je t'ai porté trop longtemps contre moi, et voilà que tu en as lourd à porter à ton tour. Une jeune femme, peut-être, un enfant. Je suis responsable de tout ce qui te manque. Oui, oui, ma beauté, te voilà grâce à moi à 25 ans, si léger, si gâté, si sombre à la fois. J'en ai beaucoup de ceci. Tu vas souffrir, tu vas faire souffrir. Toi qui m'as aimé. La main qui déchirait lentement son peignoir se crispa. Il y a senti sur son sein les griffes du nourrisson méchant. Toi qui m'as aimé, reprit-elle après une pause, pourras-tu, je ne sais pas comment me faire comprendre. Il s'écarta d'elle pour l'écouter et elle faillit lui crier « Remets cette main sur ma poitrine et tes ongles dans leur marque. Ma force me quitte dès que ta chair s'éloigne de moi. » Elle s'appuya à son tour sur lui qui s'était agenouillé devant elle et continua « Toi qui m'as aimé, toi qui me regretteras. » Elle lui sourit et le regarda dans les yeux. « Hein? Quelle vanité! Toi qui me regretteras, je voudrais que quand tu te sentiras près d'épouvanter la biche qui est ton bien, qui est ta charge, tu te retiennes, que tu inventes à ces instants-là tout ce que je ne t'ai pas appris. Je ne t'ai jamais parlé de l'avenir. Pardonne-moi, chérie. Je t'ai aimé comme si nous devions l'un et l'autre mourir l'heure d'après, parce que je suis née 24 ans avant toi. J'étais condamnée et je t'entraînais avec moi. Il l'écoutait avec une attention qui lui donnait l'air dur. Elle passa sa main sur le front inquiet pour en effacer le pli. Tu le vois, chérie, allant déjeuner ensemble à Armenonville. Tu le vois invitant Madame et Monsieur Lily. Elle rit tristement et frissonna. Ah, je suis aussi finie que cette vieille. Vite, vite, petit, va chercher ta jeunesse. Elle n'est qu'écornée par les dames mûres. Il lui en reste à cet enfant qui s'attend. Tu y as goûté à la jeunesse. Elle ne se contente pas, mais on y retourne. Et ce n'est pas de cette nuit que tu vas commencer à comparer. Et qu'est-ce que je fais là, moi, à te donner des conseils et à me montrer ma grandeur d'âme? Qu'est-ce que je sais de vous deux? Elle t'aime. C'est son tour de trembler. Elle souffrira comme une amoureuse et non pas comme une maman dévoyée. Tu lui parleras en maître, mais pas en gigolo capricieux. Va vite. Elle parlait sur un ton de supplication précipitée. Il l'écoutait debout, campé devant elle, la poitrine nue, les cheveux en tempête, si tentant qu'elle noua l'une à l'autre ses mains qui allaient le saisir. Il la devina peut-être et ne se déroba pas. Un espoir imbécile comme celui qui peut atteindre pendant leur chute les gens qui tombent d'une tour, brilla entre eux et s'évanouit. Va, dit-elle à voix basse, je t'aime. C'est trop tard. Va-t'en. Mais va-t'en tout de suite. Habille-toi.
Elle se leva et lui apporta ses chaussures, disposa la chemise froissée, les chaussettes. Il tournait sur place et remuait gauchement les doigts comme s'il avait l'onglet, et elle détrouvait elle-même les bretelles, la cravate, mais elle évita de s'approcher de lui et ne l'aida pas. Pendant qu'il s'habillait, elle regarda fréquemment dans la cour comme si elle attendait une voiture. Vêtu, il parut plus pâle, avec des yeux qu'élargissait un halo de fatigue. Tu ne te sens pas malade, demanda-t-elle. Et elle ajoute timidement les yeux bas. Tu pourrais te reposer. Mais tout de suite, elle se reprit et revint à lui comme s'il était dans un grand péril. Non, non, tu seras mieux chez toi. Rentre vite. Il n'est pas midi. Un bon bain chaud te remettra. Et puis le grand air. Tiens tes gants. Ah oui, ton chapeau par terre. Passe donc par-dessus parce que l'air te surprendrait. Au revoir, mon chéri. Au revoir. C'est ça. C'est ça. Tu diras à Charlotte. Elle referma sur lui la porte et le silence mit fin à sa vaine parole désespérée. Elle entendit que Chéri butait dans l'escalier et elle courut à la fenêtre. Il descendait le perron et il s'arrêta au milieu de la cour. « Il remonte !» cria-t-elle en levant les bras. Une vieille femme, haletante, répéta dans le miroir oblong son geste et Léa se demanda ce qu'elle pouvait avoir de commun avec cette folle. Chéri reprit son chemin vers la rue, ouvrit la grille et sortit. Sur le trottoir, il boutonna son pardessus pour cacher son linge de la veille. Léa laissa retomber le rideau. Mais elle eut encore le temps de voir que Chéri levait la tête vers le ciel printanier et les marronniers chargés de fleurs, et qu'en marchant, il gonflait derrière sa poitrine comme un évadé. Cours-la-Reine, j'aimais visiter les expositions florales qui jalonnaient si fidèlement l'année. L'azalée venait d'abord, puis l'iris et les hortensias, les orchidées, pour finir par les chrysanthèmes. Je me souviens d'une extraordinaire prodigalité d'iris en mai. 1000 et 1000 iris, un massif d'azur avoisinant un massif jaune, un violet velouté confronté à un mauve très pâle, des iris noirs couleur de toile d'araignée, iris blanc qui fleure l'iris, iris bleu comme l'orage nocturne et iris du Japon à large langue. Il y avait aussi les tigridias et leurs oripeaux de saltimbanque magnifiques, 1000 et 1000 iris occupés de naître et de mourir ponctuellement, sans cesse de mêler leur parfum à une fétidité d'engrais mystérieux. Pour bruyant qu'était notre Paris autrefois, il eut toujours ces moments imprévus d'apaisement. Cours-la-Reine, entre 1 heure et 1 heure et demie, les derniers camions ayant gagné leur réfectoire, les amateurs de fleurs et de silence pouvaient goûter une trêve étrange, une solitude où les fleurs semblaient se remettre de la curiosité humaine. La chaleur filtrée par le plafond de toile, l'absence de toute brise, le poids somnifère d'un air chargé d'odeur et d'humidité sont des biens dont Paris est d'habitude avare. La paix régnait, mais non le silence, que troublait un bruit insistant et léger, plus fin que le grignotement d'une magnanerie, un bruit de soie égratignée,
le bruit des litres qui s'entr'ouvrent, le bruit de pattes délicates d'insectes, le bruit de feuilles mortes d'encens, c'étaient les iris, dans la lumière propice et tamisée, desserrant la membrane sèche roulée à la base de leur calice, les iris qui par milliers éclosaient. Crissement d'une existence, d'une exigence bien réelle, coup de force du bouton, saccade d'érection d'une tige exsangue à qui l'on vient de rendre son aliment liquide, avidité des tiges aqueuses telles que la jacinthe, la tulipe, le narcisse, croissance fantastique du champignon qui monte en brandissant sur sa tête ronde la feuille qu'il a vue naître, tels sont les spectacles et les musiques pour lesquels le respect m'est venu à mesure que s'aggravait ma curiosité. Est-ce à dire que je ménage par scrupule et attendrissement la sensibilité, la souffrance des végétaux, que je regarde à trancher la fibre, à battre la tête, tarir la sève? Non. Aimer davantage n'entraîne pas à une plus grande pitié. Tous, nous tressaillons lorsqu'une rose, en se défaisant dans une chambre tiède, abandonne un de ses pétales en conque, l'envoie voguer, refléter sur un marbre lisse, le son de sa chute, très bas, distinct, est comme une syllabe du silence et suffit à émouvoir un poète. La pivoine se défleurit d'un coup, délie au pied du vase une roue de pétales, mais je n'ai pas de goût pour les spectacles et les symboles d'une gracieuse mort. Parlez-moi, au contraire, du soupir victorieux des iris en travail, de l'arôme qui grince en déroulant son cornet, du gros pavot écarlate qui force ses sépales verts, un peu poilus avec un petit cloc, puis se hâte d'étirer sa soie rouge sous la poussée de la capsule porte-graine chevelue d'étamines bleues. Le fuchsia non plus n'est pas muet. Son bouton rougeau ne divise pas ses 4 contrevents, ne les relève pas en cornes de pagode, sans un léger claquement de lèvres, après quoi il libère blanc, rose ou violet son charmant juponnage froissé. Devant lui, devant l'hippomée, comment ne pas évoquer d'autres naissances? Le grand fracas insaisissable de la chrysalide rompue, l'aile humide et ployée, la première patte qui tâte un monde inconnu, l'œil féerique dont les facettes reçoivent le choc de la première image terrestre. Je reste froide à l'agonie des corolles, mais le début d'une carrière de fleurs m'exalte et le commencement d'une longévité de lépidoptère. Qu'est la majesté de ce qui finit auprès des départs titubants des désordres de l'aurore? Défense, attaque, lutte pour durer et vaincre. Nous ne voyons pas sous notre climat le pire des combats que se livrent les grandes et dévorantes plantes exotiques. Mais ici, la douce petite grassette roule sur l'insecte sa feuille poilue et le digère. Le siphon de l'aristoloche s'emplit de victimes minuscules. L'appétit d'un végétal, s'il le fait ressembler à l'animal, je ne l'aime pas plus que je n'aime une bête humanisée. Vous ne voulez donc pas que je vous donne un petit singe, me proposait-on.
Non, merci, répondis-je. Je préfère un animal. Je bannis les fleurs pièges, leurs jeux de mandibules, les sécrétions mortelles, que de crimes perpétrés d'un règne sur un autre règne. Ne vais-je pas avoir encore à délivrer ce printemps l'abeille prise au vernis de ton bourgeon gommeux, beau baronnier rose? Dis-moi, tu es beau. Mais que penser pour la honte de la famille des pieds de veau d'un certain arôme? Sa hampe phallique épanouit autour d'elle une senteur de viande corrompue qui abuse et enivre des nuées d'insectes. Il se rue à l'ivresse, puis à la torpeur. On les voit sur elle agglutinés, entassés dans son cornet, se disputer tout ce qu'elle dispense, mort comprise, et prostrés, ils oublient l'antagonisme. J'aimerais, avec horreur, savoir... Non, non, je n'aimerais pas savoir. Que le petit secret noir reste gisant au fond de la fleur mauvais lieu. La belle avance que de définir, nommer ou prévoir ce que l'ignorance me permet de tenir pour merveilleux. La fleur n'est pas explicable, ni son influence sur nous. Un feuillage par la forme et le coloris est-il merveilleux? Notre interrogation va quand même à sa fleur modeste. Un adolescent perdit une bonne part de son admiration pour le bougainvilléa, ce manteau de fleurs orangées, violacées, roses, qui couvre des murs algériens. Depuis que je sais que ce ne sont que des bractées, dit-il sans s'expliquer davantage. Eh oui, des bractées seulement. Nous ne voulons révérer que le cratère qui est la fleur.